Ma présence en face de la statue du grand maître de la Renaissance égyptienne, Rifat al-Tahtawi, n'est pas par hasard. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous plonger dans le monde d'une de ses descendantes, faisant partie de la 5e génération de ses petits-enfants. Une femme imbibée, comme je l'ai décrit, ou je le décrirai par la suite dans l'émission, de littérature, de poésie, de beauté, d'art et d'éloquence verbale. Il s'agit du docteur Noha Abouzdera. Docteur Noha Abouzdera, vous êtes une femme imbibée de littérature, de poésie, de traduction aussi. De surcroît, vous êtes une des descendantes du grand maître de la Renaissance littéraire égyptienne, de la littérature et de la littérature comparée et de la traduction, le grand Rifat al-Tahtawi. Donc, parlez-nous du début de la trajectoire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous orienter vers la littérature? Bon, tout d'abord, c'est la famille. C'est le rôle de ma mère surtout, parce qu'elle elle est la petite fille à Rifat al-Tahtawi. Donc de la 4e génération. Moi, je fais partie de la 5e génération. Rifat al-Tahtawi, comme vous le connaissez très bien, c'est le père de la Renaissance égyptienne. Il a vécu au moment du règne de Mohammed Ali au 19e siècle et il a fait partie des premiers boursiers en France. Et là, il était obligé d'apprendre la langue française et de se mettre à écrire plus tard. Il s'est mis à écrire en français et il a commencé son projet de traduction. Il avait le projet de traduire 1000 livres. Et dans tous les domaines, suite à ce projet, il a opté pour la fondation de la faculté d'Al-Sun de Ain Shams en ce moment. Donc je fais partie de cette famille qui s'intéressait énormément à la culture d'une manière générale, mais surtout à la culture française et francophone. Donc, du moins dans votre cas, on est sûr que ce n'est pas une question de pourcentage au bac, mais votre choix a été fait délibérément de par le fait d'avoir un héritage aussi riche dans la famille. Donc en 1984, j'ai commencé la première année au département de langue et de littérature française à la faculté des lettres de l'université du Caire. Ensuite, j'ai obtenu ma licence S lettres françaises en 1988. Et là, heureusement, j'ai été nommée maître assistante au département. Et à partir de cette date-là, j'ai commencé à travailler en littérature française et comparée. J'étais boursière en France en 89 et j'étais l'étudiante au professeur docteur Amina Rachid et je suis fière d'être son étudiante, que ce soit en magistère ou en doctorat. La littérature comparée m'a passionnée. D'abord, comme c'est la conviction de ma famille, c'est d'être tout le temps entre la littérature française et la littérature arabe, particulièrement égyptienne. Donc j'ai continué dans ce domaine-là. J'ai pu soutenir mon magistère en 95. Ensuite, le sujet de la recherche était sur l'autobiographie comparée. Donc je travaillais sur Taha Hussein en ce qui concerne le côté arabo-égyptien et sur la littérature maghrébine en ce qui concerne le côté français. Et j'ai continué. Pour ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur le récit d'exil. L'exil égyptien qui était représenté par l'auteur Tahir et Mourid al-Barghouthi, c'est la littérature palestinienne.
Et du côté arabe, voilà, en ce qui concerne le côté arabe. Du côté français, j'ai travaillé sur, encore une fois, les auteurs maghrébins, sur la littérature de Mustafa Tlili et de Abdelkébir El-Khatib. Et par la suite, j'étais nommée maître de conférence au département. Et voilà, je continue à traduire, à publier des recherches et à enseigner à l'Université du Caire. Donc la littérature comparée est une vocation et Amin Ar-Rachid est un très grand nom dans le domaine de la littérature. Qu'est-ce que sa tutelle vous a rapporté? On peut parler plutôt de parrainage et de tutelle et pas seulement de professorat. Alors, parler de Amin Ar-Rachid est très difficile. Bon, pour moi, Amin Ar-Rachid, c'est mon professeur, avec tous les aspects que peut traduire le mot professeur. Donc, c'est une mère aussi pour moi. Elle m'a formée, elle m'a marquée. J'ai travaillé avec elle au moins 20 ans de ma vie, donc à peu près la moitié de ma vie. Je n'ai connu que Amin Ar-Rachid comme professeur. Donc, bien sûr, je n'oublie pas mes chers professeurs, Ramda Sabri, Aziza Saïd, Dominique Combe. Je n'oublierai jamais Dr Samia Assad, Dr Guzine Gaudat, Tahani Omar, mais Amin Ar-Rachid, c'est mon professeur et je suis son étudiante. Elle m'a formée de A à Z, elle m'a marquée. Si je peux dire qu'aujourd'hui j'arrive à enseigner la littérature française ou la littérature comparée ou même la traduction, c'est grâce à elle. Je resterai toute ma vie reconnaissante à Amin Ar-Rachid. Avec elle, j'ai tout appris, j'ai tout approfondi. Elle est la première à m'enseigner les grandes valeurs humaines. Les grandes valeurs de la littérature comparée, comment accepter l'autre, comment se rapprocher de l'autre, qu'est-ce que c'est que la démocratie. Tout le monde parle maintenant de la démocratie. C'est avec elle que j'ai appris comment est la démocratie, puisque elle m'a acceptée telle que je suis, avec mes principes, mon caractère. Parfois difficile, parfois têtue. Elle m'a acceptée telle que je suis. Elle n'a jamais essayé d'imposer ses règles de vie, ses convictions politiques. Elle m'a appris comment accepter l'autre. Et elle a commencé par elle-même. Elle m'a acceptée telle que je suis, musulmane, voilée. Voilà. Donc c'est formidable d'avoir un tel professeur. Est-ce que les professeurs d'aujourd'hui, d'après vous, sont les professeurs qui exercent un parrainage ou une tutelle pour les élèves, ou est-ce que c'est juste un enseignant qui fait son travail? Je pense qu'on continue quand même à assumer ce rôle. Bon, bien sûr, il y a toujours quelques exceptions. Je parlerai de l'Université du Caire que je connais le mieux. D'une manière générale, à 90%, les professeurs, et même avec les nouveaux professeurs, la nouvelle génération, continuent à exercer et à assumer ce rôle. Si je veux continuer dans cette voie-là, c'est pour transmettre ce que j'ai appris de Amin Ar-Rachid, ce que j'ai appris de mes professeurs. Donc le but de ma vie, c'est de continuer à faire la même chose que Amin Ar-Rachid et que mes professeurs. Il y aura toujours quelques exceptions, mais d'une manière générale, on veut assumer ce rôle. On ne veut pas que l'Université du Caire chute. Avec tout ce qu'on entend dire par rapport aux universités privées, je salue la présence de ces universités, mais je tiens avec mes collègues, avec mes professeurs, à garder l'Université du Caire, notre département de français, au même rang universel et international, dans les premiers rangs. L'Université du Caire, malheureusement, il y a 2 ans, a chuté et ne fait plus partie du classement des 500 meilleures universités du monde. Et j'ai appris par la suite qu'elle est remontée de nouveau. Qu'est-ce qui a fait que l'université a chuté et est sortie de ce classement mondial?
Bon, elle a chuté, non pas pour la qualité de l'enseignement, je vous assure, mais c'est peut-être pour les conditions de travail. C'est-à-dire comment les salles, par exemple, ou les amphithéâtres sont entretenus. Comment les trottoirs à l'intérieur de l'université sont entretenus. Comment est l'état des bibliothèques. Mais donc là, les conditions matérielles ont fait que le rang de l'université du Caire a dû baisser. Donc c'est les conditions matérielles. Mais en ce qui concerne la qualité des professeurs, la qualité des recherches, ou tout ce qui a rapport avec le pur enseignement, c'est pas ça la cause. Au contraire, c'est ce qui nous fait en ce moment remonter encore une fois, c'est la qualité des recherches et c'est la qualité des professeurs qui prennent maintenant la relève. J'étais moi-même étudiante à la faculté des lettres et je me rappelle qu'à l'époque, enfin il y a des décennies, que les professeurs se plaignaient et disaient que de plus en plus on a une chute de niveau, surtout quand ça a trait à l'enseignement élémentaire. Donc, est-ce que vous trouvez que cette baisse est toujours en cours ou il y a eu quand même une amélioration? Tout à fait. Ça, c'est un gros problème. Il y a une baisse générale, mais c'est un phénomène qui ne correspond pas simplement à l'enseignement de la langue française en Égypte, mais qui est généralisé. C'est un phénomène qui a rapport à l'enseignement d'une manière générale en Égypte, au Caire et dans les écoles dites bilingues, les écoles françaises d'Égypte. Donc, nous nous plaignons, bien sûr, mais dès la première année, on essaye tout de suite à remédier à ce problème en intensifiant l'enseignement de la langue, de la grammaire, de l'oral. On donne beaucoup d'importance en ce moment à l'oral et aux études appliquées. Mais cette génération, elle a aussi ses avantages, c'est qu'il y a moins de problèmes avec les livres. Très facilement, cette génération peuvent très facilement obtenir les livres en français, se mettre sur Internet, communiquer avec la France, communiquer avec les pays francophones, le Canada, la Suisse. Donc, on arrive plus facilement à remédier à ces problèmes. Je sais, Noha Abou-Sdeira, que vous aimez la poésie. Vous-même, en tant qu'étudiante, vous avez participé à des soirées poétiques, vous avez récité de la poésie. Qu'est-ce que ces souvenirs vous rapportent? En tant que souvenir, donc c'est un souvenir inoubliable. Parce que vraiment, ça c'est le côté qui est très privé, très personnel. C'est ma passion. Réciter la poésie et non pas simplement lire comme ça, mais réciter devant le grand public en chantant les poèmes, c'était ma passion. Et donc c'est un souvenir pour moi inoubliable. J'ai essayé de travailler un peu ce genre d'activité culturelle avec mes étudiants, mais je ne sais pas, avec cette génération, ils s'intéressent beaucoup moins à la poésie qu'aux autres activités culturelles. Ils préfèrent se mettre sur Internet, consulter des sites, se mettre sur Twitter et autres, que d'exercer autre chose.
mais la poésie restera ma passion. C'était précisément des spectacles tenus et montés par Dr Guzina Osman, qui est professeur de poésie. Je ne sais pas si on tient toujours de tels spectacles. Est-ce que vous trouvez que l'ère de la technologie, Twitter, Facebook et autres, ont fait que les enfants, les étudiants se sont éloignés davantage de la poésie, qui n'est pas tellement tangible et concrète dans leur vie? Oui, malheureusement, c'est comme ça. Avec les nouvelles techniques, tous ces supports des médias, donc attire plus tout ce qui a rapport à l'image, attire plus les étudiants, même les professeurs maintenant, que de se mettre à lire ou à chanter la poésie, à écouter la musique. Donc c'est l'image qui remporte maintenant sur le papier. Nous avions aussi Dr Taheni Omar Mahassi, si vous vous souvenez bien de Dr Taheni. Il y a d'autres professeurs, Salma Moubarak bien évidemment, mais on essaye, mais il y a peu d'étudiants qui s'intéressent à ce genre d'activité, mais ça reviendra. Je suis sûre que ça reviendra. Mais d'un autre côté, est-ce que vous trouvez que ces outils technologiques ont fait que les jeunes sont devenus plus politisés? Parce qu'à l'époque, la politique, c'était le contraire, elle était très éloignée, il fallait suivre les journaux délibérément et lire, chercher des livres en politique. Mais maintenant, sur Facebook, sur Twitter, on ne fait que parler de politique. Est-ce qu'ils sont plus intéressés en politique à présent? Ils sont plus politisés, justement, surtout après la révolution de 25 janvier. Ils sont plus impliqués et la nouvelle génération de 20 ans, donc de nos étudiants, sentent très profondément et ont ce sentiment très fort d'appartenance d'abord au pays, d'appartenance à l'université, et que le temps qui vient, c'est à eux de le transformer, c'est à eux de construire le nouveau Égypte. Donc ils sont plus politisés, ils sont plus informés, ils sont en plein dedans, dans l'information, ils participent à l'action. Donc ils ont cette chance-là de faire partie de tout ce qui se passe en Égypte actuellement. Et au niveau de la révolte, est-ce qu'ils se révoltent après la Révolution? Ils se révoltent plus. Ils vont même voir le doyen peut-être chaque semaine pour dire non, on n'aime pas cette matière, il faut changer tel cursus. C'est vrai qu'on n'a plus les mêmes visages, on n'a plus les mêmes étudiants, ils ont beaucoup changé. Heureusement. Est-ce que vous avez senti ce changement juste après la Révolution, au bon milieu de l'année, parce que, étant donné qu'elle s'est déroulée le 25 janvier, donc au mois de février, il y a eu un changement subit? Tout de suite. Et là, peut-être pas à la faculté des lettres, mais surtout à la faculté des masses communication. Il y avait les tentes des étudiants. Ils ont interdit à l'ancien doyen d'arriver à son poste, d'arriver à son bureau. Et ils ont réussi, au bout de 2 mois, de suspendre même les cours. Donc peut-être la faculté qui a été la plus touchée, c'était la faculté des médias. Et puis cette année, c'est les autres facultés. Est-ce que vous pouvez m'effectuer une comparaison entre les étudiants de la génération de votre père, votre génération, et les générations d'aujourd'hui? C'est une question très difficile à répondre. Donc avec la génération de mon père, ils étaient peut-être plus sérieux, plus assidus et plus dévoués. Ils n'avaient que ça à faire dans la vie. C'est la génération, disons, de Nasser. Ils étaient plus politisés, peut-être plus que la génération actuelle. Ils aimaient plus la lecture. Ils n'avaient que ça dans la vie, de vocation dans la vie, que de finir les études pour pouvoir travailler. Avec ma génération, ça va encore. On avait ce respect aussi énorme pour nos professeurs, le respect du savoir, des sciences. On avait beaucoup de mal à obtenir l'information. Il fallait voyager, avoir une bourse pour
comme Rifat Tahtaoui d'ailleurs, pour se rendre en France, pour aller à la Bibliothèque nationale, Georges Pompidou, aller sur les étagères, fouiller, avoir la poussière dans les mains. Donc attendre 3 ans pour pouvoir partir, 1 an pour s'inscrire dans une université française. Donc on avait vraiment du mal. Envoyer les lettres, attendre 1 mois pour la réponse d'un professeur en France. Alors qu'avec cette génération, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont les professeurs, les bouquins, les livres, Internet, ils communiquent, ils sont sur Internet, préparer un exposé, ça prend 2 jours, 3 jours, ils ont tous les documents, tous les professeurs, tout est en ligne, mais ils sont plus paresseux, moins enthousiastes, moins sérieux, mais ils sont plus intelligents. Peut-être plus professionnels sur tout ce qui est informatique. Donc, plus de chance. Est-ce qu'on peut dire que suite à cette révolution informatique, les thèmes des thèses de doctorat et les modalités de présentation ont changé? Tout à fait. Donc maintenant, ça a changé en tout et pour tout. D'abord, le choix du sujet a changé. On s'intéresse moins à ce qui est littérature classique, XVIIe siècle. Maintenant, on cherche à travailler sur la presse française ou égyptienne qui porte sur la révolution de 25 janvier ou à faire une étude comparée entre les récits publiés ou les articles de journaux publiés en France, en Égypte, en Tunisie par exemple. Donc le choix du sujet est différent. Le choix du professeur est différent. Maintenant, on abandonne, de notre génération, on cherchait les professeurs les plus vieux parce qu'on cherchait cette expérience qu'ils ont derrière eux. Mais la nouvelle génération, ils cherchent les professeurs les plus jeunes, les professeurs qui viennent de soutenir leur doctorat. Et on s'éloigne des professeurs qui ont... Bon, ou travailler avec les deux, donc avoir 2 professeurs, la co-tutelle, donc avoir un professeur qui a une certaine expérience et un jeune. Donc le choix du professeur, le choix des thèmes, donc les thèmes d'une actualité, et au bout de 2 ans, l'étudiant il a fini sa thèse, il a terminé la rédaction, parce qu'il a tout sous la main, les documents, les bouquins, les articles publiés, alors que nous, on passait entre 5 et 7 ans entre la recherche, trouver les livres et la rédaction. Donc maintenant, si je me mets dans la peau d'un professeur, et je le suis, si j'ai à diriger une recherche, je serai très très fière et très contente parce que je suis sûre que mon étudiant va terminer sa thèse au bout de 2-3 ans maximum. Mais en tant que professeur, je pleure un peu sur les jours et les nuits passées à attendre l'arrivée d'un livre au bout de 6 mois ou attendre un voyage ou une bourse pour pouvoir voyager. Donc j'ai perdu énormément de temps de ma vie pour faire la recherche. Voilà. Mais c'était peut-être du défi qui vous a rapporté quand même, qui vous a imprégné. Oui. Bon, parfois, je dirais peut-être pour répondre à votre question, si c'était à refaire, je referais comme Aragon le même chemin. D'une façon manuelle, pas numérique. Docteur Noha Abou-Sdeira, parmi vos activités, vous êtes aussi coordinatrice au Centre national de la traduction. Parlez-nous du rôle que vous jouez ici. Bon, le Centre national de la traduction, c'est un des départements, disons, du ministère de la Culture égyptien, qui s'intéresse donc à répandre la culture. Dans les 2 sens. Donc la particularité du Centre national de la traduction, c'est qu'il répand la culture, mais dans les 2 sens, c'est-à-dire on traduit des livres dans tous les domaines possibles,
quand c'est possible, bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, on traduit à partir de 34 langues étrangères. Et disons de langue source. On ne traduit pas de seconde main ou de seconde langue, mais on va à la source et on traduit. Le Centre national de la traduction avec le ministère de la Culture et l'UNESCO s'intéresse énormément à travailler, à faire des recherches et à traduire tout ce qui porte sur les traductions telles que al-mawalid, le mouled et les pratiques soufistes et les pratiques populaires du patrimoine égyptien. Et qui sont ces traducteurs? Parce que je vois parmi les livres, il y a un livre sur le théâtre égyptien, le théâtre ancien, traduit par Sarwat Okasha, qui est journaliste et écrivain. Est-ce qu'il faut que ce soit des écrivains, des hommes de lettres qui traduisent les œuvres des scientifiques ou de simples traducteurs? On ne peut pas dire, il ne faut pas exiger qu'ils soient des littéraires, forcément, mais ils doivent être professionnels. C'est-à-dire, ils doivent avoir une formation à un moment ou à un autre, une formation, disons, littéraire, mais ils doivent être surtout professionnels et des traducteurs de qualité. On n'accepte pas ici des traductions qui... d'un second degré, mais il y a des traducteurs renommés, spécialistes et professionnels, et il y a des personnes qui font la révision, et la traduction même passe par plusieurs étapes pour bien vérifier que la traduction est authentique, honnête et qui respecte les exigences du centre.